et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, elle sera consacrée à Johannes Brahms, aussi bien à sa vie qu'à ses compositions. Alors, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Brahms est né le 7 mai 1833. Il a une sœur Elisabeth, née en 1831, et un frère nommé Friedrich, né en 1835. Enfant, il apprend le violon et le violoncelle avec son père, Johann Jacob. Il étudie dès l'âge de 7 ans le piano avec Otto Friedrich Willibald Kösel. D'ailleurs, en 1842, ce dernier se plaignit que Brahms pourrait être un excellent interprète, mais qu'il ne cesserait pas de composer sans cesse. C'est à 10 ans que Brahms fit son premier concert privé où il joua des œuvres de Beethoven, de Mozart ou encore d'Herz. De 1845 à 1848, il continue d'étudier auprès de Kösel, mais aussi du pianiste Eduard Marxen. C'est en 1847 qu'il vit sa première apparition publique à Hambourg, où il interpréta une fantaisie de Sigmund Thalberg. Certaines rumeurs suggèrent que Brahms était pauvre, jouant dans des bars et des maisons closes. Mais de nombreux chercheurs rejettent cette théorie. En effet, la famille Brahms était plutôt prospère et Hambourg, où il vivait, interdisait la musique dans les maisons closes. En 1853, il partit en tournée avec Ede Remini, rencontré 3 ans plus tôt. Ils rendirent visite à Joseph Joachim Brahms, joua quelques-unes de ses propres pièces au piano. Joachim fut tellement bouleversé qu'il dit 50 ans plus tard « Jamais de ma vie d'artiste, je n'ai été aussi bouleversé. » Ça ne mérite d'être clair. Brahms et Joachim nouèrent d'ailleurs une forte amitié et s'entraînèrent même ensemble dans le cas d'améliorer leurs compétences. Malheureusement, l'amitié entre Brahms et Remini prit fin après qu'Ede ait reproché à Johannes d'avoir dormi pendant que Liszt jouait sa propre sonate en si mineur. Oui, bon, faut pas lui envoyer à Johannes, hein. Il était comme Napoléon. Il trouvait ça austère. À l'âge de 20 ans, Brahms reçut les compliments de Robert Schumann, qui alla jusqu'à publier un article intitulé Neun Bahnen, soit Nouveau chemin, dans les numéros du 28 octobre 1853 de la revue Neues District für Musik, fondée par Schumann lui-même à Leipzig. Il y désigna Brahms comme quelqu'un étant destiné à exprimer l'époque de la manière la plus haute et la plus idéale. C'est grâce à Schumann que Brahms publia pour la première fois des œuvres sous son propre nom et non pas sous un pseudonyme. Il rencontra alors Clara Schumann, l'épouse de Robert, et cette dernière se mit très vite à le soutenir, programmant sa musique au cœur de ses récitals. Johannes lui dédia d'ailleurs son opus numéro 9, Variation sur un thème de Schumann. En 1863, il fut nommé chef de la Wiener Singakademie à Vienne, mais quitta le chœur en juin 1864, estimant que cela empiétait trop sur son temps passé pour ses compositions. De 1864 à 1876, il se rendit l'été à Neuchâtel, où sa maison est à présent un musée. Et en 1873, il se rendit à Tutzing, où il composa plusieurs œuvres et où une promenade lui est dédiée. Johannes rencontre Wagner en 1863 et ce dernier formula plus tard des critiques et même des insultes à l'égard de sa musique. Trop sympa, Richard. Et bon, Johannes continue d'admirer sa musique et reçut même un manuscrit d'une partie du Tannhäuser. Brahms connut alors un succès populaire, notamment avec son premier recueil de danse hongroise publié en 1869, ou encore sa première symphonie parue en 1876, mais débutée 21 ans plus tôt. De 1872 à 1875, il dirige des conseils de la Gesellschaft der Musikkunde à Vienne. L'orchestre était d'ailleurs composé de professionnels uniquement. En été 1896, Brahms fut diagnostiqué d'un cancer du pancréas et d'une jaunisse, puis plus tard d'un cancer du foie. Ah oui, c'est très joyeux tout ça. Sa dernière apparition publique eut lieu le 7 mars 1897. Il mourut le 3 avril à Vienne. Il est enterré au cimetière central de Vienne sous un monument conçu par Victor Horta. Bon, et si à présent, nous parlons de ses œuvres. La première symphonie parut en 1876, mais elle a été débutée dans les années 1860. Elle rencontra un accueil chaleureux,
Mais Brahms n'était pas de cet avis et en révisa le deuxième mouvement avant de le publier. Selon lui, cette musique était longue et difficile et pas exactement charmante. En mai 1876, l'université de Cambridge proposa à des doctorats honorifiques à Brahms, mais aussi à Joachim. La seule condition était qu'il compose de nouvelles pièces et qu'il soit présent pour recevoir les diplômes. Brahms demanda à le recevoir in absentia. Mais lorsque Joachim se rendit en Angleterre, Brahms accepta, entre guillemets, l'invitation et lui remit la partition de sa première symphonie. Suite à des éloges par Breslau et Wagner, Brahms fut reconnu comme une figure majeure du monde musical. Il se mit alors à recevoir des distinctions, comme l'ordre Maximilien des sciences et des arts en 1874 par Louis II de Bavière, ou encore la croix du commandeur de l'ordre de la maison de Meiningen par le duc Georges de Meiningen en 1881. Brahms changea alors d'image, laissant pousser la barbe en 1878. Il écrivait au chef d'orchestre Bernard Scholl: « J'arrive avec une grande barbe, préparez votre femme à l'un des spectacles plus épouvantables. » Sérieusement, il était si moche que ça? Bah non. Ou peut-être que la femme, elle avait peur des barbes. Qui sait? En 1845, Brahms écrit une sonate pour piano, mais ses parents désapprouvent, estimant qu'il ferait mieux d'être interprète. De manière générale, les œuvres de jeunesse de Brahms comprennent des compositions pour piano, de la musique de chambre et des cantates. C'est sous le pseudonyme J.W. Marx que Johannes publie des arrangements et des fantaisies en 1849. Les plus anciennes œuvres reconnues par Brahms datent de 1851. Malheureusement, grand nombre de ses œuvres de jeunesse ont été détruites. Suite à la publication de ses ballades pour piano, parues en 1854, Brahms ne publie plus d'œuvres avant 1860, ce qui n'empêche pas de composer. Son œuvre majeure furent les concertos pour piano en ré mineur, débuté comme œuvre pour deux pianos en 1854 et achevé vers 1858 pour être joué pour la première fois en 1859. C'est d'ailleurs un des concertos les plus longs. Mais son premier concerto pour piano à Hambourg, en janvier 1859, fut mal accueilli au point que des éditeurs refusèrent de nouvelles compositions. Brahms se tourna alors vers Steinbach, qui devient son principal partenaire éditorial. Dans les années 1860, il intervient au sein du débat sur l'avenir de la musique allemande, ce qui se finit sur un échec. Il s'opposait notamment au rejet des formes musicales traditionnelles et critiquait l'œuvre de Liszt. Suite à cela, la Neue Geschichtliche Musik publia une parodie moqueuse de Brahms et de ses associés. Suite à cela encore, Johannes prit la décision de ne plus jamais prendre parti dans les polémiques musicales, du moins publiques. Grand nombre de ses œuvres furent écrites dans sa maison de Bad Ischl, où il passa chaque été entre 1882 et 1889. En 1873, il passa 4 mois à Tutzing. Il y achève ses quatuors à cordes opus 51 et compose les variations d'Haydn. Une plaque commémorative et un petit parc au bord du lac lui sont dédiés. Johannes déclara d'ailleurs: « Tutzing est plus beau que l'on l'imaginait récemment. Le lac est généralement bleu, mais d'un bleu plus profond que le ciel, et la chaîne de montagnes enneigées aussi. » Bon, s'il voit les montagnes bleues comme le ciel, je pense qu'il devait se lunettes. Mais bref. Et il finit par: « On ne peut s'empêcher de les contempler. » Encore aujourd'hui, Brahms est considéré comme le successeur de Beethoven. Mais Johannes ne l'acceptait pas, notamment en raison de la dispute entre les conservateurs adeptes de la musique pure et les nouveaux allemands progressistes. Concernant les instruments, Brahms jouait principalement sur des pianos allemands et viennent. En 1856, son amie Clara Schumann lui offre un piano grave. Il l'utilisa pour son travail jusqu'en 1873 avant d'en faire don à Gesellschaft der Musikflut. On peut d'ailleurs le voir aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne. En 1873, il reçut un piano Strasser Op. 6712 qui gardera jusqu'à sa mort. Mais lors de ses représentations publiques, Brahms jouait le plus souvent sur un Bosam. Lors de ses concerts publics de jour, il jouait sur un Steinway Nachforgel, du moins en 1880. Il a également utilisé un Benstam à plusieurs occasions. De manière générale, Brahms a été influencé par Beethoven, mais aussi par
ou Pâques, ça dépend de la prononciation, ou encore Giovanni Pierluigi de Palestrina, qui est un Italien. Très ancré dans la tradition musicale, il fera toutefois quelques déviations de manière successive. En raison des rumeurs qui disaient qu'il avait passé sa jeunesse à jouer dans une taverne de Hambourg, ce n'est que vers la quarantaine qu'il osera enfin s'attaquer à la composition des symphonies. Selon les musicologues, on retrouve 3 périodes chez Brahms. La première est caractérisée par la prédominance du romantique, la deuxième par une inspiration du classique, et la troisième est un mélange des deux. Ces œuvres étant de manière généralement difficile d'accès, aussi bien pour le public que pour ses amis. Brahms a laissé 135 œuvres principales. On y retrouve des œuvres pour piano comme la sonate numéro 1 en do majeur ou encore 16 variations sur un thème de Robert Schumann. Il y a également des 4 mains comme 21 torse-hongroise ou bien Souvenirs de Russie, édité sous le pseudonyme de G.B. Mark. Quant à ces sonates, en plus d'être peu nombreuses, elles datent tous de sa jeunesse. Mais on retrouve aussi des œuvres pour orgue, des musiques de chambre dont un trio à clavier en la majeure non signé mais qui lui est couramment attribué, ou encore la quinquette pour piano et cordes opus 34. Il y a aussi des musiques pour orchestre comme la Sirena numéro 1 en ré majeur opus 11 ou encore l'ouverture pour une fête académique opus 80. Des concertos comme le concerto pour piano et orchestre opus 77. Il composa beaucoup d'œuvres vocales. Des œuvres vocales avec orchestre comme Rinaldo et non pas Ronaldo opus 50 sur un texte de Goethe. Des musiques vocales avec différents accompagnements comme 4 chants pour chœur de femmes avec 2 corps et harpe opus 17. Des chœurs mixtes a cappella comme 2 motets opus 29 ou 5 leaders opus 104. Des chœurs féminins a cappella comme 14 Volskins der Lieder. Des chœurs d'hommes a cappella comme 5 quatuors vocaux opus 31. Décidément, il aimait beaucoup les choses a cappella. Bon, on retrouve aussi des quatuors vocaux avec piano comme 6 quatuors opus 112. Des duos avec piano comme soprano et alto, opus 61. De nombreux leaders, qui sont des poèmes germaniques chantés par une voix et accompagnés par un instrument, généralement le piano. Certains enregistrements ont même été réalisés avec des instruments de l'époque de Brahms, comme ce piano miniature en 1851. Brahms était fortement critiqué pour être trop académique, mais certains le considèrent comme un progressiste, comme le compositeur Arnold Schoenberg, qui ont fait l'éloge pour ses techniques de composition avant-gardistes. En 2003, les danses hongroises numéro 5 et 6 sont interprétées au concert du Nouvel An à Vienne, sur la direction de Nikolaus Harnoncourt. C'est la première et seule fois où des œuvres de Brahms sont jouées lors de ce concert traditionnel. Le 7 mai 2023, à l'occasion du 190e anniversaire de la naissance de Brahms, Google lui consacre un doodle, c'est-à-dire une modification temporaire de logo, présentée pendant une journée sur la page d'accueil du moteur. Plus surprenant encore, un astéroïde est nommé ensuite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le doodle sur internet et je vous mettrai le lien en description. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Aimeriez-vous qu'une prochaine fois je fasse une vidéo sur un autre compositeur? Ou même une compositrice? Si oui, laquelle? Ou laquelle? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager si ça vous dit. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. T'es toujours là? Parce qu'écoute bien, il y a une surprise. Alors, dis en commentaire ce que tu penses que c'est. C'est parti!